L'homosexualité a été dépénalisée en France il y a, un peu plus de 40 ans maintenant, au début des années 80. Ouais, 82 pour être exact. Voilà. Et le mariage pour tous a déjà fêté sa première décennie. On a eu de grandes victoires assez récentes, comme l'accès à la procréation médicalement assistée pour toutes, ou l'interdiction officielle des thérapies de conversion, c'était en 2022, je crois. C'est ça, la loi de janvier 2022. Donc, logiquement, quand on regarde cette trajectoire, on se dit que la société s'est apaisée, que tout va mieux en fait. Ce qui serait la conclusion logique, oui. LGBT+ ont explosé de 129%, et notre exploration d'aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de cette fracture vertigineuse entre une loi qui avance sur le papier et une réalité du terrain qui devient de plus en plus dangereuse. Ouais. Et pour faire cette analyse approfondie, on s'appuie sur une base documentaire qui est très solide, mais alors complètement divisée. Totalement opposée même. Carrément. D'un côté, on a la feuille de route du gouvernement, le fameux plan national pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, Celui qui couvre la période 2023 à 2026. celui porté par la DILCRA. Exactement, la DILCRA, cette délégation gouvernementale. Et puis, de l'autre côté du ring, on a les rapports de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est ça. Eux, ils publient des avis indépendants entre 2022 et mars 2026 et ils évaluent ce fameux plan. Et on va voir que le constat est très critique. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, il faut qu'on pose un cadre très clair. L'objectif de notre exploration, là, ce n'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points politiques. Non, pas du tout. On ne prend parti ni pour le gouvernement, ni pour l'institution qui le critique. Notre mission, c'est juste d'exposer factuellement les solutions de l'État et d'analyser l'évaluation indépendante qui en est faite derrière. Voilà, c'est comprendre la mécanique. Comment une politique pensée tout en haut se fracasse parfois sur la réalité complexe et brutale du quotidien. Alors pour saisir un peu l'urgence de ce plan gouvernemental, il faut qu'on regarde cette stat de 129% d'augmentation en face. C'est le ministère de l'Intérieur qui donne ce chiffre, c'est ça? Oui, le ministère enregistre cette hausse massive pour les crimes et délits entre 2016 et 2022. Et on a aussi un bond de 115% pour les contraventions sur la même période. Ah oui, donc ce n'est pas juste un petit pic isolé, quoi. Non, c'est une courbe ascendante continue. C'est structurel. Mais du coup, quand on réfléchit à ce chiffre de 129%, moi ça me fait penser au voyant rouge sur le tableau de bord d'une voiture. Le voyant moteur. Ouais, voilà. Le voyant s'allume et te dit qu'il y a une anomalie critique, mais il ne te montre pas du tout l'état de ton moteur sous le capot. Parce que ces 129%, en fait, ce n'est que ce qui a franchi la porte d'un commissariat. Exactement. C'est uniquement ce qui a été officiellement signalé. C'est la pointe de l'iceberg. Et la partie immergée de l'iceberg, elle ressemble à quoi, concrètement? Elle est documentée. Les données montrent que seulement 20% des victimes de violences physiques ou de menaces, en lien avec leur orientation sexuelle ou identité de genre, finissent par porter plainte. Attends, 20% pour des violences physiques? Ouais, 4 victimes sur 5 ne vont jamais voir la police. C'est un truc de fou. Et j'imagine que pour les agressions verbales, le chiffre est encore pire. Ah bah là, le taux s'effondre littéralement à 5% quand il s'agit d'injures. 5%. Donc sur 100 personnes qui sont insultées dans la rue pour ce qu'elles sont, 95 rentrent chez elles et ferment la porte. C'est exactement ça. Elles n'interagiront jamais avec le système judiciaire. Et les mécanismes derrière ce silence sont super nombreux. T'as la peur des représailles, bien sûr. Ouais, logique. Il y a aussi la crainte de faire un coming out forcé au commissariat. La peur d'être super mal reçu par les forces de l'ordre. Et puis surtout, le pire, c'est la banalisation. C'est-à-dire? Beaucoup finissent par intégrer l'insulte comme un simple bruit de fond. Un truc inévitable de leur quotidien. Une forme d'invisibilisation massive de la violence, en somme. Et le rapport dresse un portrait très précis de qui subit ça. Ce n'est pas aléatoire, du tout. Ah non, plus de la moitié des victimes, à peu près 52%, ont moins de 30 ans. Donc c'est très jeune. Très jeunes, oui. Et une écrasante majorité, 72%, sont des hommes. Et d'ailleurs, du côté des agresseurs, c'est encore plus asymétrique. C'est-à-dire, Quel est le profil de l'agresseur type? 83% des personnes mises en cause sont des hommes. C'est massif. Ouais, et si on affine avec les données de SOS Homophobie, qui a analysé plus de 1500 témoignages très détaillés en 2022, on voit que 64% de leurs appels viennent d'hommes gays, D'accord. Et pour le reste? 18% de lesbiennes et 14% de personnes transgenres. Ce qui m'a vraiment pris au dépourvu quand j'ai lu les sources, tu vois, c'est la localisation de ces agressions. L'emplacement physique, ouais. Parce qu'on a tous un peu ce cliché en tête. L'agression cinématographique de nuit, dans une ruelle très sombre, ou juste à la sortie d'un bar, quoi. Guet-apens nocturne. Mais c'est pas vraiment ça. Pas du tout. L'espace public reste le premier lieu, bien sûr,
Mais la donnée qui choque, c'est que 15% de ces violences se passent au sein de la famille. Ouais, dans le cercle ultra privé. Dans le cercle privé, 15%, et 13% ont lieu dans les commerces et les services de proximité. Donc à la boulangerie, au supermarché du coin. Voilà, ça montre que cette hostilité, elle n'attend pas 3 heures du matin. Elle est là, à la table du repas de famille, dans le magasin, dans des endroits censés être sûrs. Du coup, si on synthétise la situation au début de l'année 2023, l'État a un vrai problème sur les bras. Un problème géant. Une violence structurelle qui monte, qui frappe les jeunes, qui s'infiltre dans les foyers et qui échappe presque totalement au radar judiciaire. Donc là, une petite campagne d'affichage ou un prospectus, ça ne suffit plus du tout. Ah ben non, là il fallait sortir l'artillerie lourde, un vrai filet de sécurité institutionnel. Et c'est là qu'entre en scène le fameux plan gouvernemental 2023-2026. Exactement. Un plan dont la conception a été confiée à la DILCRA. Alors la DILCRA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon administratif, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est un sacré acronyme. Mais le mot vraiment important là-dedans, c'est interministériel. Ça veut dire qu'ils doivent forcer les ministères à se parler. C'est ça. Historiquement, l'éducation, la justice, l'intérieur, la santé, ils travaillent en silo. Là, la mission de la DILCRA, c'est de les asseoir à la même table. Ce qui n'est pas une mince affaire. Non, clairement. Et l'État revendique d'avoir co-construit ce plan avec plus de 100 partenaires de la société civile. Au final, le plan accouche de 300 mesures réparties en 5 axes. 5 axes de travail, oui. Nommer le problème, mesurer le phénomène, garantir les droits, sanctionner les actes. Et le dernier, développer une diplomatie internationale. Ouais. Et pour qu'un plan de cette taille tienne la route, il faut le nerf de la guerre. Il faut de l'argent. Absolument. Le gouvernement a donc annoncé un fonds exceptionnel, qui a d'ailleurs été pérennisé, de 10 millions d'euros ciblés spécifiquement pour les centres LGBT+. Avec un but très précis d'ouvrir 10 nouveaux centres d'ici 2027. L'idée, c'est d'avoir au moins 2 structures par région, y compris en Outre-mer. Mais concrètement, ces 10 millions, ils servent à quoi sur le terrain? Ce financement, c'est un levier mécanique vital. Un centre LGBT local, c'est souvent le tout premier sas de décompression pour une victime. Le premier endroit où on t'écoute sans te juger. Voilà. En renforçant ce réseau, l'État espère créer des points de contact de proximité. Le but caché, c'est de capter ces fameux 95% de victimes silencieuses dont on parlait tout à l'heure. De les accompagner psychologiquement, juridiquement, pour les ramener peu à peu vers un dépôt de plainte officiel? C'est exactement la stratégie. Ok, donc ça c'est pour la partie réparation, l'accueil, mais pour la répression? Exact. Parce que franchement, si la victime pousse enfin la porte du commissariat, mais qu'elle se fait mal recevoir, on revient à la case départ. Et c'est pour ça que le plan met un accent énorme sur la formation. L'objectif fixé par le gouvernement était très clair, former 100% des policiers et gendarmes d'ici mai 2024. 100%. Ouais, d'ici mai 2024. Ouais, c'était le défi logistique massif. Et pour y arriver, l'État s'appuie beaucoup sur l'association FLAG. C'est l'assaut interne des policiers et gendarmes, LGBT, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est génial en fait, c'est d'utiliser des experts qui connaissent de l'intérieur la vraie culture des commissariats pour essayer de faire évoluer les mentalités. Et il y a aussi des mesures punitives directes, comme l'interdiction de stade. Ah oui, l'interdiction judiciaire par principe pour les propos homophobes dans les stades de foot. Voilà. Mais là, moi, j'ai quand même une grosse interrogation sur cette histoire de formation à 100%. Sur l'efficacité réelle. Ouais, parce que, bon, managérialement parlant, dire on a formé 100% des effectifs, c'est super. Ça fait des graphiques magnifiques pour les bilans de fin d'année. Ah bah, ça fait très bien dans un PowerPoint, c'est sûr. Mais dans un commissariat en sous-effectif avec des agents surchargés, est-ce qu'un module de quelques heures peut sérieusement déconstruire des décennies de culture de vestiaire? C'est toute la question de savoir si ce n'est pas juste une case qu'on coche sur un formulaire. Et puis surtout, agir au moment de la plainte, c'est intervenir beaucoup trop tard. L'agression a déjà eu lieu. On est juste en train de gérer les dégâts. Est-ce que le plan a prévu quelque chose pour remonter à la source, au tout début? Oui, la prévention primaire est au cœur du volet éducatif. L'idée, c'est de s'attaquer à la haine bien avant qu'il y ait besoin d'appeler la police. À l'école, donc. À l'école, le gouvernement s'appuie sur le programme PHR, tu sais, le grand plan contre le harcèlement scolaire. Et ils y intègrent des modules spécifiques contre les LGBT-phobies. Avec des adultes référents dans les établissements. Exactement. Et il y a aussi un détail très pragmatique mais crucial, la modification des formulaires scolaires administratifs. Désormais, on peut choisir entre père, mère ou tuteur. Ah, ce point-là, c'est tellement important. De loin, ça a l'air d'un détail ultra bureaucratique. Un changement de case sur un papier, quoi.
Ouais, mais psychologiquement, c'est gigantesque. Imagine un gamin qui grandit dans une famille homoparentale. De la maternelle au lycée, à chaque rentrée scolaire, il doit raturer la case mère ou la case père sur chaque document. Parce que le système ne reconnaît tout simplement pas la forme de sa famille. C'est ça. En changeant un simple mot sur ce papier en tête, l'institution envoie un signal de validation énorme à cet enfant. Elle lui dit « Tu existes et ta famille est légitime Donc si on regarde l'architecture globale du plan sur le papier, c'est incontestablement robuste. ». Ça a l'air parfait. Ouais, de la petite asso de province au formulaire scolaire, en passant par les commissariats, tout le territoire est maillé. La DILCRA a même mis en place des comités de suivi tous les 6 mois, avec des indicateurs pour suivre le rythme. Et c'est très précisément à ce moment-là que notre exploration bascule. Le retour à la réalité. Voilà. Parce que dessiner des plans parfaits dans les couloirs feutrés d'un ministère, c'est une chose. Les construire dans la boue et le ciment du terrain, c'en est une autre. Et c'est là que l'État envoie son inspecteur des travaux indépendant. La fameuse CNCDH. Et l'évaluation de la CNCDH est juste cinglante. Mais avant de donner leur verdict, tu peux nous rappeler le poids de cette institution, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas juste une petite asso militante qui se plaint. Ah ben non, pas du tout. Pour comprendre l'onde de choc de leur rapport, il faut voir d'où ils viennent. La CNCDH, c'est pas un parti d'opposition. Elle a été créée en 1947. Juste après la guerre. Oui, dans le grand élan de reconstruction morale de l'après-guerre. Son premier président, c'était René Cassin. L'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rien que ça. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est une autorité totalement indépendante. Elle est accréditée par l'ONU au plus haut niveau. Et elle est composée de qui, en fait? De 74 membres très divers, des magistrats, des syndicalistes, des associations, des experts juridiques. Leur rôle, c'est d'être la vigie de la République. Il vérifie si la France respecte ses propres promesses sur les droits humains. C'est ça. Donc quand il publie un avis, c'est pas de la politique politicienne. C'est un constat juridique, froid et opérationnel. Ce qui donne une résonance assez dramatique à leur conclusion. Le 19 mars 2026, ils publient leur évaluation du plan et leur verdict tient en quelques mots, mais ils font mal. Ils qualifient la mise en œuvre de très largement insuffisante. Ouais. Et cette sévérité, elle ne sort pas de nulle part. Fin 2023, quand ils évaluaient déjà les débuts du plan, les mots étaient très durs. Ils dénonçaient une exécution parcellaire. Parcellaire. Oui. Et le pire, c'est qu'ils fustigent une méthode gouvernementale où la prise en compte de la société civile est qualifiée de fictive. Une concertation fictive. Mais c'est terrible comme constat. En fait, ça illustre le grand paradoxe bureaucratique qu'on voit souvent. C'est comme des architectes géniaux qui décident de construire un super écoquartier. Je sens l'analogie arriver. Mais ouais, ils font de grandes tables rondes, ils écoutent les futurs habitants, ils mettent 300 super idées dans le plan, tout le monde sourit sur la photo officielle. Et après, sur le chantier, c'est le drame. Totalement. L'administration donne ça à des chefs de chantier qui utilisent des matériaux pas chers, qui changent l'épaisseur des murs pour gratter du budget, qui ne répondent plus au téléphone quand on signale des malfaçons. Et à la fin, le bâtiment est livré, le tableau Excel du ministère est ouvert, mais quand il pleut, l'eau coule dans le salon. Voilà. Et les sociologues de l'action publique ont un mot pour ça, non? Oui, c'est ce qu'on appelle la dissonance institutionnelle. C'est la collision frontale entre l'approche top-down, celle qui descend du sommet de l'État, et l'approche bottom-up, l'énergie et les besoins qui remontent du terrain. Le sommet contre la base. C'est ça. Parce que l'administration centrale a son propre rythme. Des calendriers annuels rigides, des appels à projets complexes, des décaissements qui prennent un temps fou. Et comment cette fameuse rigidité, elle tue le plan concrètement sur le terrain? Tu as des exemples? Prenons l'argent. L'État annonce 10 millions d'euros. C'est super, c'est fort. Mais le mécanisme pour que cet argent arrive sur le petit compte bancaire d'un centre LGBT de province, Ah oui, c'est le parcours du combattant. ça prend des mois et des mois de paperasse. Sauf que l'association, à la fin du mois, elle doit payer son loyer, ses psys. Cette lenteur administrative étouffe littéralement les petites structures. C'est absurde. Et pour la fameuse formation des policiers à 100%. Là aussi, la CNCDH constate que sur le terrain, les formations sont trop courtes, elles ne sont pas qualifiantes, et souvent dispensées par des formateurs qui ne maîtrisent pas toujours les finesses juridiques de ces plaintes. Donc d'un côté du spectre, tu as la DILFA qui regarde ses indicateurs verdir dans ses comités semestriels. Et de l'autre, la CNCDH et les assos locales qui hurlent que la machine tourne complètement à vide. La concertation initiale n'était qu'une jolie vitrine, mais dans l'exécution quotidienne, on a totalement dépossédé le terrain de son pouvoir d'agir. C'est tout le problème. Publier 300 mesures et allouer un budget, ce n'est pas la fin du travail politique.
c'est le tout début. Les droits, ça ne s'ancre pas dans la réalité avec un beau communiqué de presse. Absolument pas. Ça demande une transformation lente, très laborieuse, des routines d'un commissariat, des mentalités d'un chef d'établissement. Et ça exige un suivi acharné, pas juste des réunions tous les 6 mois. Si on rassemble toutes les pièces de notre puzzle d'aujourd'hui, le tableau est d'une complexité folle. On a une violence anti-LGBT+, qui flambe de 129%, tout en restant sous les radars la plupart du temps. L'État répond avec un grand plan ambitieux de la classe d'école jusqu'au tribunal. Mais la Vigie des droits de l'homme, la CNCDH, dénonce un échec systémique dans l'application locale, une exécution totalement déconnectée de la réalité. La volonté politique s'évapore dans la grosse machine administrative. Et pour clore notre analyse, il y a un tout dernier élément dans ces documents qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il est assez fascinant en fait. C'est caché dans l'axe 5 du plan. L'axe sur la diplomatie internationale, oui. Voilà, cet axe 5, il dit que la France s'est dotée d'un fonds de 2 millions d'euros pour financer des ONG à l'étranger. La France veut vraiment se positionner comme le grand fer de lance mondial de l'égalité. Pour peser sur les pays où l'homosexualité est encore pénalisée ou même punie de mort, c'est une cause incontestablement vitale à l'échelle mondiale. Évidemment, personne ne remet ça en question. C'est une urgence absolue. Mais, et c'est là qu'on arrive à notre réflexion finale, ça soulève un paradoxe assez piquant. Comment ça? Si la France, avec tous ses moyens étatiques immenses, n'arrive même pas à déployer efficacement ses propres mesures de protection sur son propre territoire, Ouais, je vois où tu veux en venir. si le gouvernement se fait épingler publiquement par sa propre commission pour une exécution largement insuffisante et une écoute fictive de ses associations, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment exporter un modèle de droits humains qu'on peine tellement à consolider à la maison? C'est une excellente question. Peut-on éclairer le monde quand notre propre système connaît autant de court-circuits? C'est une interrogation complexe sur la frontière entre le rayonnement diplomatique qu'on veut afficher et l'efficacité domestique réelle. Et c'est, je trouve, une perspective essentielle à garder en mémoire quand on veut mesurer la distance toujours immense entre la loi qui est votée et la loi qui est réellement vécue au quotidien.